Donc avant de commencer ce labo, j'aimerais bien finir les slides que j'avais laissé tomber un peu dans les slides sur la base de données. En fait ici, on avait vu ce qu'était une base de données, c'est quoi une base de données relationnelle. On avait vu également donc les clés primaires, les clés étrangères. Et il y a ici, donc on va parler des SGBD, puis il y a plein de slides dont on n'a pas parlé. Donc la méthode de conception, etc. et les slides qui sont derrière. Donc vous les avez, hein. Donc si vous allez sur Connected, vous avez le PDF le premier PDF sur la base de données SGBD. Vous prenez ça, pas le SQL, mais que ça, et vous allez avoir ces slides-là à la fin. L'idée c'est quoi de ces slides? C'est de vous dire que il y a une méthode de conception pour réussir à avoir un bon schéma de base de données. Ici, on va appeler ce schéma de base de données un modèle logique de données, ce qu'on appelle le MLD, modèle logique de données. On a le modèle des classes, et ici, on va transformer ça en modèle logique. Logique, c'est une fois on va arriver sur une couche un peu plus basse que le conceptuel, c'est plutôt arriver sur le côté SQL, relationnel, etc. des données. Alors comment on fait ça? Évidemment, on va parler à l'utilisateur, on a un diagramme de classe, un peu ce qu'on a fait avec toutes les énoncés que je vous ai donnés pour les diagrammes de classe, et on aura une définition des classes, attributs et use case. Use case, on n'en fait pas ici, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une définition des classes et des attributs. C'est-à-dire quoi une définition des classes? On va avoir une définition claire de chaque classe, quels sont les identifiants, que les attributs, il faut les compléter complètement, il faut mettre plein de choses dedans, donc les contraintes, etc. Un peu tout ce qu'on a fait pendant les premiers labos sur l'UML. Alors le passage du diagramme de classe au MLD, l'idée c'est quoi? C'est de partir du diagramme de classe, donc le modèle conceptuel de données, et arriver aux mêmes données mais sous forme relationnelle. C'est ça l'idée. C'est que évidemment on a des classes, on a de l'orienté objet, on a des associations, et tout d'un coup on aimerait bien avoir des clés étrangères, des clés primaires, etc. Et donc là, première chose qu'on va faire, pour chaque classe, on va donner un identifiant. Donc il faut réfléchir dans la classe, tiens, quels sont l'ensemble des attributs, ou un seul attribut, un ensemble peut être avoir un seul élément dedans, mais l'ensemble des attributs de la classe ou des classes associées qui permet de définir de manière univoque chaque instance de cette classe. Donc comment on va faire pour dire que cette instance n'est pas une autre? Donc par exemple ici, si on prend la classe étudiant, qui vous représente vous, un étudiant a un matricule. Si je prends le matricule au sein de l'école, normalement il est unique. Ce matricule-là peut servir d'identifiant. Souvent l'identifiant aussi ne change pas. Donc si on prend le nom et le prénom, normalement ça ne peut pas changer, mais si j'ai fait une faute d'orthographe, à la limite on pourrait le changer. Le prénom ou le nom pourrait changer encore au fil du temps, mais bon. Imaginons qu'on prenne l'adresse. L'adresse, ça craint. Donc déjà, il y a plusieurs personnes qui peuvent être à la même adresse. On n'écrit jamais de la même manière l'adresse. Et en plus, l'adresse peut changer. Donc l'identifiant change, donc c'est pas une bonne idée. Donc il faut prendre un identifiant ou créer un identifiant en disant on a un ID unique en fait ici. Pour chaque attribut de la classe, une fois qu'on a défini un identifiant pour chaque classe, on va définir pour chaque attribut son type. Normalement, je vais demander de le faire à chaque fois, parce que c'est un string, un entier, etc. La longueur, si jamais c'est nécessaire, donc un string, par exemple, le nom, on peut aller jusqu'à combien de caractères? Son domaine, donc si jamais il y a des contraintes à mettre sur le domaine, on peut le mettre, on pourrait le mettre. Donc par exemple ici, si je prends, donc là on est dans StarUML, j'ai repris la bibliothèque, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a quelque chose, voilà, si jamais l'USBN a envie de le contraindre un petit peu, je ne sais pas du tout comment doit se comporter un ISBN en vrai, mais je pourrais très bien, donc ici on peut venir soit mettre une note à côté, comme on l'a déjà fait, avec des points entiers, soit on peut aller dans la documentation ici en disant que le numéro ISBN doit avoir un format comme... On va mettre ça, voilà, ou dans lequel, pardon, x est un nombre, est un chiffre. Voilà. Et donc ça, c'est une documentation sur l'attribut. Donc quand on sélectionne, on voit la documentation ici. Si on clique sur une classe, on voit la documentation de cette classe. Alors c'est pas très lisible parce qu'il faut aller voir chaque documentation ici. C'est pas le mieux. Mais on pourrait très bien copier ça donc c'est soit l'un soit l'autre évidemment. Mais vous prenez ici, tchouk,
Désolé, mon écran est un peu petit. Je vais peut-être faire ça. Ce sera pas plus mal. Voilà. Je vais peut-être enlever ça ici maintenant. Je peux aussi mettre une note, simplement. Donc ici, annotation, note. Je vais mettre ici. Je peux essayer de noter un maximum de choses. Donc là, ici, je définis bien le domaine de l'attribut SBN en disant ça peut pas être autre chose que ça. Si tu me donnes un string avec juste marqué 12 dedans, c'est pas bon. Donc on a bien restreint le domaine de tout. J'ai mis un int. Oh. Donc c'est pas génial. Après un format comme doit. Bon, je vais mettre un string ici, ce sera plus simple. Voilà. Ok, donc c'est un exemple évidemment, si c'est pas bon, c'est pas grave, mais je veux dire simplement ici qu'on doit définir la longueur, si nécessaire, évidemment, et son domaine. Donc quelles sont les valeurs admises pour le type défini. Donc par exemple, si c'est un mois, c'est un entier, et les valeurs sont entre 1 et 12, forcément. C'est contrainte avec d'autres attributs. Donc ici, je ne sais pas s'il y en a, par exemple, mais si dire que titre, si jamais la langue est différente de la langue d'origine, donc si langue est définie, alors titre traduit doit être défini aussi. Donc là, on peut le mettre là. Donc là, en clair, on définit très clairement chaque attribut. On va jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ça, il y a un truc assez simple, c'est que chaque classe doit devenir une table. Donc chaque classe devient une table dans la base de données. Chaque attribut simple, donc pas composé, pas des structures ou des énumes, ça pourrait, mais un attribut simple devient une colonne. Un identifiant devient une clé primaire. Évidemment, il faut se poser des questions sur les associations, les autres contraintes, etc. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être essayer de transformer... Hop, alors j'ai perdu ma souris, voilà ici. De transformer ce diagramme-là, hop, je vais faire comme ça, en base de données. Là, on nous dit, le plus simple, en fait, c'est... Hop. Voilà. Le plus simple ici, c'est de... donc on a notre cours. Pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Le cours va devenir une table. Je vais mettre cours. Devient une table. Dedans, il y aura quoi? Il faut ici il y a l'intitulé. Alors l'intitulé est un string. Est-ce que si c'est français, maths, est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Si c'est pas le cas, il va falloir ajouter un ID. Donc on va mettre ID qui est du type entier. Ok. Qu'est-ce qu'on va mettre aussi? On va mettre un intitulé. Alors c'est peut-être pas génial la manière dont je le fais. C'est vraiment difficile d'écrire. En plus c'est tout petit. Attendez, je vais mettre pause et je vais raccourcir. Donc je vais passer avec des tableaux, ce sera plus facile. Donc ici, vu que c'est un string, il faut réfléchir, encore une fois, donc on va mettre un varchar. Et le varchar ici, je sais pas moi, un cours ça peut être 50 caractères, ou vous mettez 150. Ça dépend de la taille que vous prenez, il faut savoir que 150 caractères seront alloués à chaque fois qu'on crée un cours. Et donc si on met trop, on prend beaucoup de place sur le disque dur. Bon, c'est pas non plus énorme. Il faut savoir aussi que vous pouvez mettre, si vous voulez, un texte. Un texte, ça existe dans beaucoup de SGBD. L'idée, c'est ici, on a une taille variable, et donc si on a envie de mettre 10 000 caractères, ça marchera normalement. Donc je suppose qu'il y a une limite, mais c'est à peu près ça. Mais les recherches sont plus longues. Donc si on recherche, par exemple, on fait un like, là, évidemment, sur quelque chose qui est fixe, tout ça est optimisé pour que ça aille très vite. Un texte, ça ira beaucoup plus lentement, et je ne sais pas la taille que ça va prendre, mais c'est possible que ça prenne un peu plus de place que juste un varchar. Donc on va mettre un varchar de 150 par exemple. Ensuite je vais mettre œuvre, donc on va insérer aussi ici un petit tableau. Œuvre ici. Donc quel est l'ID de œuvre? Ça il faudrait peut-être réfléchir. Titre, genre ou langue, ça paraît pas génial. Donc plutôt mettre ID, donc un nouveau ID, un nouvel attribut, une nouvelle colonne même ici, parce qu'on est on essaie de faire du relationnel. Le titre, varchar,
Alors j'ai mis 150 ici, donc on va mettre 150 pour tous. Le titre, le genre. Le genre, on a dit que c'était un enum. Donc ça doit être un varchar. Varchar. Je sais pas moi, ici, plus grand sera 50. Et là, on peut mettre, je sais pas moi, comme ça. Donc il n'y a pas vraiment de standard pour définir des MLD. Donc du moment que c'est assez clair, bon, c'est bon quoi. Donc ici, je vais mettre ça comme ça, sciences, manuel, scolaire. En tout cas, moi, je ne connais pas de... J'essaie d'agrandir un peu ça. Voilà. De standard pour ça. En UML, il y a une chose, enfin, une manière d'écrire chaque chose. C'est très standardisé. Ici, par contre, non. Varchar, voilà, la langue, par exemple, ça aussi. Par exemple. Alors, je vais mettre encore un dernier truc, par exemple, l'auteur. Pardon. Donc là, je vais mettre insertion, tableau, 3 éléments. Auteur. Auteur a un nom, un prénom, une nationalité. Encore une fois, soit on prend le nom et le prénom, par exemple, comme clé primaire. Mais ici, si jamais il y a deux, je sais pas, Victor Hugo, c'est pas terrible. Donc si quelqu'un d'autre arrive, je suis sûr qu'il y a au moins 2 auteurs de bouquins qui ont le même nom, donc ils ont un homonyme. Pardon, ce sont des homonymes, mais qui ne sont pas la même personne. Et donc ici, c'est mieux aussi de partir sur un ID. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mis un moins. Oups, ok. Comment on fait? ID int. Ensuite, on a un nom. Vous avez compris, hein, c'est varchar 150. Prénom et nationalité. Ok. Nationalité. Prénom. Voilà. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai mis une troisième colonne? On peut très bien, donc ici dans les slides, vous allez voir que j'ai rajouté ici ID de point NCIL. Donc NCIL, c'est un numéro de client qui est ID ici. Et pour dire que c'est la clé primaire. Moi, je vais utiliser peut-être une autre chose ici. C'est PK. PK pour clé primaire. Et ici, on va mettre ID. Et en fait, c'est le même pour chacun. Donc ici, PK, la clé primaire, c'est ça. La clé primaire, c'est ça. Primary key, clé primaire. OK. Pour ça. Ensuite, donc vous voyez que c'est assez simple. Hein, donc pour chaque classe, on va faire une table. Pour chaque attribut, on va faire une colonne. Et on pense à un ID à chaque fois, enfin en tout cas un identifiant. Et par exemple le numéro d'ISBN, normalement ça suffit. Donc ici on peut peut-être le mettre. Hein. Mais donc ici l'édition, si je viens, on n'est pas obligé de tout mettre non plus. Hein. Mais je vais faire juste ça. Oh là, un tableau dans un tableau. Donc une édition, ça va avoir un ISBN. Yep. Ah, je dois faire ça. Non. ISBN 2.string. Alors c'est un certain format, donc ça il faudra voir après dans la base de données. Je sais pas, date, édition. Ça c'est une date. Ça existe. Et alors la clé primaire, là on peut prendre les numéros d'ISBN. C'est fait pour ça en fait, un numéro d'ISBN. C'est pour être une clé primaire. Ok, c'est un identifiant. Donc voilà. Donc ici, pour les classes simples, les clés primaires, etc., il suffit de trouver un identifiant. Pour chaque classe, pouf, on va créer une table. Pour chaque attribut, on crée une colonne. Et un truc, par exemple, voilà ici, c'est pas mal, titre traduit. Titre traduit. Ici, c'est un varchar, par exemple, 150, qui peut être nul. Can be nul, je sais pas comment on le dit. Ou par défaut, c'est nul. On peut mettre ça aussi. Égal nul par défaut. Donc ici, c'est simplement quand il faut se souvenir que en SQL, vous pouvez mettre le not nul, qui en fait doit être... Donc c'est pour tous les champs obligatoires. Donc en fait, c'est pour ça, c'est un champ obligatoire. En UML, ceci est un champ obligatoire, donc on devrait le mettre partout. Ça va être un petit peu lourd,
En SQL, on va le mettre, mais ici, on va pas le mettre. On peut dire, bah, il peut être nul ou est égal à nul, du moment qu'on comprend ce qu'on met. Ok. Ensuite, quand on a des relations, alors c'est très simple, soit on a des relations 1, n, donc ici 1 et plusieurs de l'autre côté, que ce soit 0 à plusieurs, 1 à plusieurs, n à plusieurs, donc 2 à plusieurs, 3 à plusieurs, c'est toujours ici là la même chose. Ce qu'on va faire, c'est prendre la clé qui est ici, la clé primaire, et rajouter une colonne de l'autre côté, là où il y a plusieurs, et mettre une référence, c'est-à-dire une clé étrangère, vers la clé primaire de l'autre côté. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est par exemple, j'ai un client, j'ai des commandes, chaque commande est liée à un client. Euh, un client peut avoir plusieurs commandes. Voilà, je vais y arriver. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, si on a deux tables, il suffit de dire le client, je le définis une fois pour toutes. Et puis dans la commande, bah, je vais avoir le numéro de commande et je vais avoir le numéro de client. Je rajoute le numéro de client pour dire cette commande provient de ce client-là. Et donc, quand on a un, plusieurs, c'est toujours le même truc, c'est on prend l'identifiant qui est là et on vient le mettre de l'autre côté. Ok? Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, par exemple, ici, on a 0, 1, donc maximum c'est 1. Et ici, on a plusieurs. Donc, chaque œuvre est dans un cours. Donc, chaque œuvre est dans un cours, ça veut dire que j'ai 1 ici, là j'ai plusieurs là, pardon, j'ai plusieurs ici. Je vais simplement ajouter une colonne qui est le cours ID par exemple. Vous mettez cours, hein, c'est comme vous voulez. Là le nom importe peu. Je vais dire que c'est donc un entier et je vais mettre une foreign key. Hop. Ah, puisque c'est le dernier, il veut. Et je vais mettre une foreign key en disant bah, attention, le cours ID est lié de l'autre côté à ce truc-là. Donc là, on va essayer de faire ça correctement. Ça pourrait être pas mal. Ouais, comme ça. Donc foreign key est lié à la clé primaire ici. Bon, c'est pas génial comme bazar, mais vous avez compris l'idée. Ah. Non. Yep. Voilà. Et donc la foreign key qui est ici, donc qui est une colonne hein, simplement de œuvre, on aura ce truc-là. Et là, c'est possible que ce soit nul. Okay, c'est possible aussi que ce soit nul parce qu'on avait 0, 1. Donc le 0 à 1 s'est transformé en nul ici. J'espère que c'est clair. Donc quand on a 0, donc pardon, qu'on a un maximum 1, qu'ici on a 0 à plusieurs, bah simplement pour chaque œuvre, on peut avoir un cours qui est lié, c'est ce qu'on dit ici, et donc on rajoute une colonne cours ID, et on met une clé étrangère en disant attention, non seulement il y a une colonne, mais cette colonne doit toujours correspondre à un ID qui est de l'autre côté, dans la table ici. Donc la foreign key dit simplement, cette colonne vérifie que un cours existe avec le même ID de l'autre côté. Alors, le deuxième point, c'est quand on a plusieurs, comme par exemple ici, une œuvre peut avoir plusieurs auteurs, et chaque auteur peut avoir plusieurs œuvres. C'est un peu ce qu'on avait déjà fait avec les séries et les acteurs. Une série peut avoir plusieurs acteurs à l'intérieur, et chaque acteur peut jouer dans plusieurs séries. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer ce qu'on appelle une table de jointure. Donc une table de jointure, c'est quoi? C'est simplement créer une table. Donc je vais venir ici, je vais retirer ça. Voilà. Je vais créer une nouvelle table. Donc ici, moi, je fais un nouveau tableau. Et qui va être la jointure entre les deux. Donc par exemple ici, je sais pas moi, comment pour l'écriture, auteur par œuvre par exemple, hein, je ne sais pas. Donc là, l'idée, c'est qu'on va joindre cette classe avec cette classe. Vu qu'on a plusieurs, je ne peux pas mettre ici juste une colonne œuvre, par exemple, dans auteur. Parce que si je faisais ça, ben, je pourrais mettre qu'une seule œuvre pour un auteur. Pareil, dans œuvre, je peux mettre un seul auteur, je peux avoir une colonne. Donc ce qu'on va faire, c'est permettre d'avoir plusieurs œuvres par auteur, et par œuvre, je peux avoir plusieurs auteurs. Comment je fais ça? Ben, c'est très simple, c'est toujours la même chose. Quand j'ai plusieurs, je vais prendre les informations que j'ai ici, donc la clé primaire et la clé primaire d'ici. Donc je dis simplement que auteur, il va avoir un ID qui est du type entier, que j'ai œuvre qui est un ID aussi du type entier. Alors là où c'est important, c'est que ma clé primaire, c'est bien auteur, auteur ID et œuvre ID. Donc si j'ai une œuvre numéro 1 et un auteur 1, je vais rajouter, donc je vais créer le auteur d'un côté, je vais créer
l'œuvre de l'autre côté. Et donc dans la colonne, pardon, dans la table œuvre, je vais créer une œuvre, je vais créer aussi un auteur et je vais les lier par un enregistrement dans la table auteur par œuvre. Je vais mettre le numéro 1 et œuvre 1. Pourquoi c'est une clé primaire? Parce qu'il peut n'avoir qu'un seul ici. Il peut avoir qu'un seul couple composé des deux clés ici. Donc pour un auteur et une œuvre, je ne peux avoir qu'une seule. C'est exactement ce qu'on dit ici. Soit il y a un lien, soit il n'y en a pas. Donc soit il y a un lien entre un auteur et une œuvre, soit il n'y a pas de lien entre cet auteur et cette œuvre. Okay. Autre chose, donc là j'ai rajouté les clés primaires, c'est très bien. Bon, je vais retirer ça ici, c'est quand même mieux. Et il faut maintenant mettre des clés étrangères. Là il y en a deux. Clé étrangère qui dit auteur ID doit être lié. Donc je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir peut-être faire ça juste comme ça. Hop. Et ça c'est lié à ça. Donc là, mon auteur ID, en fait, c'est bien l'ID, donc la clé primaire de auteur. Pareil pour, il y a une foreign key aussi sur œuvre ID. Yep. Ici, donc, insertion, une petite forme. Voilà, ce serait quand même mieux de dessiner Je vais voir si je peux dessiner rapidement quelque chose de potable. Donc ici, œuvre, peut-être venir ici. Voilà, c'est plus ou moins correct. Donc œuvre ID est lié avec la clé primaire de truc ID, ok, de œuvre ID, de l'ID de œuvre, ok. Donc ici j'ai bien, c'est toujours la même chose quand j'ai plusieurs, ok, plusieurs ici. Peut-être agrandir ça comme ça, j'en ai moins besoin. Donc quand j'ai plusieurs, ici je vais simplement dire, je peux avoir par ici une œuvre et je peux avoir un auteur par ici. Ok. Donc je vais répéter plutôt. Quand on a plusieurs, il faut créer une œuvre et un auteur. Je vais avoir, une table de jointure, on appelle ça, donc pour joindre les deux. Je vais toujours prendre les deux ID que j'ai de chaque côté, les deux identifiants, les deux clés primaires. Et donc là, j'ai auteur ID et œuvre ID. Je les nomme comme je veux, parce que c'est la clé étrangère qui est ici qui va faire le lien. Donc attention, auteur ID doit être égal à auteur.id. Et œuvre.id doit être égal à œuvre.id. Et la clé primaire, c'est l'ensemble des deux clés primaires ici. Donc j'ai un auteur et une œuvre. Remarquez que si j'ai de l'information à mettre en plus, donc par exemple, si je voulais dire que l'œuvre a été écrite à telle date par tel auteur, je le mettrai sur le lien qui est ici. Donc ou à quel pourcentage il a écrit, par exemple. Donc 100%, ou alors 30% pour l'un et 70% pour un autre. Ça, je pourrais simplement le mettre ici. Par exemple ici, pourcentage. Donc tel auteur et telle œuvre, il y a un pourcentage d'entier, ou un entier, ou ce que vous voulez. Ça peut être un réel aussi. De ça. Ok. Donc, qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous dire que si vous avez déjà une classe d'association, vous voyez, vous avez plusieurs. Ici, j'ai une commande dans laquelle il y a plusieurs produits, et chaque produit est lié à plusieurs commandes. Toujours une table de jointure. Table de jointure qui va prendre le numéro de commande, qui est l'ID ici, le numéro de produit, qui est l'ID ici. La clé primaire, c'est l'ensemble des deux. Il y a une référence, c'est-à-dire une clé étrangère vers le numéro de commande, et le numéro de produit ici, une clé étrangère aussi, vers l'ID qui est ici. Et en plus, ici par exemple, j'avais le détail, c'est-à-dire la quantité commandée de produits dans cette commande. Donc, pour une commande pour un produit, j'ai la quantité. Donc c'est un peu comme les ingrédients et les médicaments, j'ai une quantité. Ici, si je devais coder ça, j'aurais détail ici, une table de jointure. Les deux ID de chaque côté, deviennent la clé primaire et des clés étrangères. Et je rajoute ici mon attribut Q comme nom. Ok. Donc si on regarde un petit peu tout, c'est un peu ce qu'on a ici. Donc on a l'œuvre, etc., etc. Alors si on réfléchit un petit peu maintenant, on voit, pour un dernier exemple, on voit qu'on a œuvre, et ici on a l'édition. L'édition est liée à œuvre. Plusieurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où j'ai un, je prends l'ID et je viens le mettre dans l'autre partie. Donc dans édition ici, j'aurai l'édition qui correspond à une œuvre. Œuvre ID.
c'est un entier, parce que là, c'est un entier dans œuvre. Je viens ici et je dis qu'il y a une foreign key. Donc œuvre ID va être liée à... Alors je vais peut-être pas encore une fois la dessiner parce que c'est pas terrible. Hop, insertion, petite flèche. Tchouk. C'est lié à ce truc-là. Voilà. Ok. Je vais peut-être aussi virer ça carrément parce que c'est vraiment trop moche. C'est dommage d'avoir fait un truc joli de mettre ça en plein milieu. Tchouk. Et donc ça, c'est lié à ça aussi. Voilà. Ok, j'espère que c'est clair pour vous. Et donc, quand j'ai un, plusieurs, pouf, je prends l'identifiant de là où j'ai un et je le mets dans le plusieurs. Ici, par exemple, une édition est toujours liée à une œuvre. Ici, et il y a toujours une clé étrangère pour dire attention, c'est la clé primaire. De l'autre côté, il faut que ce soit raccord. Quand j'ai plusieurs, table de jointure qui se met, je prends les ID des deux côtés, ça devient la clé primaire, donc l'ensemble, le couple devient la clé primaire. Et je rajoute les informations qu'il y a sur le lien, donc les clés d'association, pouf, les attributs arrivent là. Et j'ai des deux clés étrangères à chaque fois et une clé primaire composée. Ok. Donc j'espère que c'est clair pour cette partie-là. Et donc là, on a l'ensemble. Donc un client, plusieurs commandes. Ici, on a bien une référence vers un client. Le détail qui est ici, eh ben, on a bien le détail qui prend les deux clés étrangères, clés primaires pardon, des deux côtés. La clé primaire ici est composée des deux clés primaires des tables correspondantes. Et vous avez deux clés étrangères qui sont chacune vers l'identifiant de la bonne table. Voilà. Alors les associations réflexives, c'est pas très compliqué, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc si on a plusieurs et un, en fait il faut simplement dire quelle est la personne qui va être liée au responsable. Donc ici on va avoir un responsable qui est du type personne et qui référence le matricule. Alors ça c'est peut-être pas très clair, mais si on fait un petit dessin, alors je vais peut-être rajouter, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Aussi une petite table, mais là je vais mettre, donc il y a matricule, il y a le nom et il y a le responsable. Donc là je vais en mettre quelques-uns, voilà. Donc ici c'est la classe, hop, je vais mettre ça au-dessus. Voilà, la table, pardon, la table personne. Voilà, je vais mettre ça ici. Et là je vais montrer les éléments qu'il y a dedans. Donc il y a soit il y a un ID, il y a un nom et il y a le responsable. Le responsable, c'est quoi? C'est l'ID du responsable. Donc, imaginons qu'on a Fred, l'ID 1, Fred. Comme responsable, il a personne. L'ID 2, c'est Nico. Peut-être agrandir ça, ça sert à rien de se casser les yeux. C'est Nico. Il a comme responsable Fred. Donc en fait, je vais mettre 1, c'est bien une clé étrangère vers la clé primaire de personne. Donc en fait, ça doit correspondre à une personne qui existe. Ou alors c'est nul. Ok. 3. Si je mets Marie est responsable de personne, ça fonctionne. Si je dis qu'elle est responsable du numéro 4, là ça ne marchera pas. Il dit 4, ça n'existe pas. Elle peut être responsable d'elle-même. Ok, elle peut être un subordonné de Nico qui est lui-même un subordonné de Fred. Et donc, il suffit de mettre des petits numéros comme ça et vous voyez que ça marche très bien. 4, Renaud. Hop, on va mettre ça comme ça, c'est mieux. Et Renaud, lui, subordonné de Nico, par exemple. Ok. Et donc ici, vous voyez que responsable va être une clé étrangère de... Donc si je dois écrire ça plus sous forme de tableau, comme ça, je vais avoir donc personne. Personne a un ID qui est en entier. On a un nom qui est un varchar, 30 par exemple, qu'importe. On a responsable qui est un ID, qui est un entier, donc pas qui est un ID évidemment. On a la clé primaire qui est ID et la foreign key. Pardon. Yep. Il y a une foreign key ici. La foreign key, elle est c'est responsable. Et elle va pointer sur quoi? Simplement sur la clé primaire qui est au-dessus. Je ne sais pas si je sais faire des... c'est quoi ces trucs-là? Non, ça c'est des axes. Je suis pas sûr que ça marche bien. Enfin bon, bref. Voilà. Non, tu veux pas.
Vous avez compris, ça pointe vers la clé primaire de au-dessus. Donc je peux peut-être, oui, hop, je vais faire ça. Je vais faire ceci. Voilà. Je vais mettre une petite ligne, ça sera très bien. Hop. Et voilà. Donc la clé primaire référence la clé étrangère de la même table. Ok, donc c'est un cas un peu particulier pour les associations réflexives. Mais dans l'idée, c'est exactement la même chose que ce qu'on a ici, ce qu'on avait avant, pardon, ici. Donc si on a un, plusieurs, on prend l'ID d'ici et on va le mettre de l'autre côté. Il y en a une clé étrangère. C'est exactement la même chose. On a une référence, on a une clé étrangère et on prend l'ID de la personne qui est au-dessus. Okay. Donc on sait faire comme ça des hiérarchies, des arbres en fait carrément de choses. Okay. Alors ensuite il y a l'héritage. Donc l'héritage c'est un peu le bordel parce qu'évidemment l'héritage c'est une conception très orientée objet, mais il n'y a pas ça directement en SQL. On n'a pas ça. Donc une des manières de faire, c'est de se redire, par exemple, on pourrait faire l'héritage descendant. L'héritage descendant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va faire 3 tables. Donc ici, si j'ai un rapport qui hérite de documents, un ouvrage qui hérite de documents, ici on peut avoir des documents, des rapports ou des ouvrages. En sachant qu'un rapport peut avoir un code de rapport, un projet, plus un titre et un ID de document, simplement on va faire l'héritage descendant, c'est-à-dire qu'on va tout mettre ici, on va tout descendre dans la classe rapport, par exemple. La classe ouvrage, on va descendre aussi tout ce qui est au-dessus. Et donc, on retrouve bien ID doc, titre, code rapport et projet dans la classe. L'identifiant, c'est quoi? L'identifiant du document qu'on a ici. L'ouvrage qui est ici, pareil, on a ID doc, titre, ISBN, éditeur. Et document seul, document, donc on aurait pu appeler ça document, on a l'ID doc et titre. Okay, donc, en fait, c'est assez logique, on met tout en bas. Là où c'est moins logique, c'est qu'on ne voit plus le rapport entre justement le lien qui est entre un rapport et un document. On a perdu un peu ça. Et si on cherche tous les documents, donc en orienté objet, on dit tous les documents qui ont comme titre, qui contient par exemple bonjour, je vais devoir chercher ici, plus rechercher ici, plus rechercher ici. Donc en fait, je vais devoir faire une union sur tous les titres qui sont ici. Vous voyez, donc on a pu vraiment, en sachant qu'un rapport est un document, normalement en orienté objet, je peux dire, donne-moi tous les documents. Et là, j'aurai des rapports, des ouvrages et des documents. Ici, je n'ai plus ça, donc je perds un petit peu les choses. Donc ce que je pourrais faire, une autre solution, c'est ici, c'est de dire, faire de l'héritage ascendant, je monte tout. Donc dans document, je mets code rapport projet, ici, code rapport projet, et dans ouvrage, je mets ISBN éditeur. Par contre, je dis, attention, quand tu mets soit tu mets un code rapport et un projet, soit tu mets un ISBN à un éditeur, mais pas les deux en même temps, et ou alors aucun des deux aussi. Ok, donc c'est soit l'un, soit l'autre, soit aucun. Et donc il faut gérer ça pour que ce soit cohérent. Ça peut pas être un rapport et en même temps un ouvrage et en même temps juste un document. Il faut que ce soit l'un des trois. Et donc ici, l'avantage c'est que si je cherche un document avec un titre, j'ai tout. Le problème j'ai tous les documents et donc ça fonctionne assez bien. Le problème c'est que ça me fait des tables à rallonge si j'ai beaucoup de sous-classes. Donc si j'ai beaucoup de sous-classes, beaucoup d'attributs, là j'ai une table qui va faire énormément de colonnes. Mais bon, c'est des avantages, des inconvénients, il faut voir ce qui est le mieux dans votre cas. Je ne dis pas qu'il y a un truc mieux que l'autre. La dernière possibilité, c'est quoi? C'est de se dire, dans un document, je vais pour un document, je vais mettre une référence de document. Okay, une table de document, avec une clé primaire ID Docs et un titre. Ici, donc je vais avoir ma clé primaire, et puis à côté je vais faire une table pour rapport, une table pour ouvrage. Par contre, ce que je vais faire, c'est que non seulement j'ai un identifiant qui est de ma table qui est IDDoc, mais en plus celle-là, donc cette clé primaire, est une clé étrangère vers un document qui existe. Donc en clair, je ne peux pas créer un rapport s'il n'y a pas de document qui est lié. Et donc je dois créer un document, puis mettre le rapport. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas le titre dedans. Et donc, tous les titres, tout ce qui est lié au document, je vais le créer dans document, et puis je vais avoir un complément d'information dans la table rapport ou dans l'ouvrage.
Pour savoir si c'est un rapport ou un ouvrage ici, donc est-ce que je dois aller à droite ou à gauche en fait, dans quelle table je dois aller chercher, ben, je vais mettre deux autres colonnes ici. Est-ce que c'est un rapport ou c'est un ouvrage? Si c'est un rapport, bah, à la limite ça peut être un booléen ici, hein. Donc mettre oui ou ici non pour un ouvrage, mais il y a 0,1, donc c'est plutôt l'ID du rapport. Ah bah non, non, je dis bêtise. Donc là c'est plutôt un booléen, et un ouvrage ici, est-ce que c'est un ouvrage? Euh, et alors il faut que ce soit exclusif. Donc soit c'est un ouvrage, soit c'est un rapport, soit aucun des deux, mais pas les deux en même temps. Ça c'est pas possible. Donc l'avantage de ça, c'est que vous voyez que la table document n'est pas trop grosse. Euh, on peut chercher le titre dans tous les documents, et donc on aura tous les documents. Par contre, dès qu'on a besoin d'avoir un rapport, et donc toute l'information, rapport, titre, etc., ben, il y aura des jointures dans tous les sens à faire. Parce qu'on doit dire, ben, si je veux l'information du rapport plus son titre, eh ben, je dois faire le rapport plus le titre. C'est-à-dire que là, je dois faire pouf, une jointure entre les documents et les rapports. Et en plus, il faut regarder pour chaque document si c'est bien un rapport qui est lié ou un ouvrage. Donc ça peut être un peu embêtant, vraiment, de faire cette solution-là. Mais il faut savoir que les trois solutions existent. À vous de voir ce qui est le mieux. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Je rappelle, on est parti d'un texte. On a un diagramme de classe. Le diagramme de classe, on a fait assez. Et on aimerait bien aller jusqu'à la base de données. Donc, arriver vraiment jusqu'à la définition de la base de données. Bah ici, on va définir le diagramme de classe le plus précisément possible, en définissant toutes les classes le plus possible, toutes les contraintes qu'on a, les attributs, les identifiants, le lien entre les attributs, les contraintes entre tous les attributs, etc., etc., le type, la longueur, les use cases, ça on oublie. Et de là, on va pouvoir assez automatiquement transformer ça en base de données relationnelle. Ok, donc en MLD, modèle logique de données. C'est le schéma de la base de données. C'est donc un truc comme ça, ou plutôt, yep, comme ceci. Ok? Voilà. Et donc ici, on a quelque chose quand même d'assez clair, qu'on peut commencer à coder en SQL. Et une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à gérer sa base de données. Donc vous voyez tout le processus qui permet de partir du conceptuel, du problème, et d'arriver finalement à une solution. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va passer sur un exercice.